Merci beaucoup. Donc, je ne vais pas présenter un travail savant pour les raisons susdites. Je vais faire un tout petit peu de publicité pour ce à quoi j'ai mis un peu d'énergie, qui est d'une part l'association pour la liberté académique. Il y a en ce moment trois associations sur la liberté académique, ce qui est significatif, j'y reviendrai. Celle-ci, en tout cas, la ligne qui me tient à cœur, elle a deux spécificités, d'avoir toutes les disciplines, et d'autre part, que les universitaires et chercheurs ne s'y connaissent aucun ennemi, de la gauche la plus radicale jusqu'aux libéraux, la frontière s'arrêtant juste avant l'extrême droite. La deuxième où j'ai mis beaucoup d'énergie, c'est la nucléation de Stand Up for Science l'an dernier, dont j'espère qu'il revienne début mars et qu'il soit l'occasion de créer du réseau. Et dans une moindre mesure, je fais de la pub pour le Clement Seller Institute, qui est la version internationaliste du réseau de solidarité sur la liberté académique. Vous pouvez taper Clement Seller Institute pour avoir les renseignements ou m'envoyer un mot. Je vais repartir de la toute première intervention ce matin, euh, qui a été la seule qui a évoqué le concept de liberté positive et liberté négative. Je vais redire un mot pour décaler, juste bien caler ce dont je vais dire, euh, de sorte à défendre la liberté académique dans son acception positive et à montrer pourquoi il y a des impasses dans la liberté académique, entendu négativement. Le concept de liberté positive, liberté négative est traditionnellement attribué à Isaiah Berlin dans les années 50, qui est né en Russie, mort en Angleterre. Et c'est un concept parfaitement libéral. La première fois où j'ai parlé de ça, Olivier Beau m'a dit que j'étais marxiste d'avoir défini ces deux termes, ce qui était drôle dans ce contexte. Qu'est-ce que c'est que la liberté négative? Eh bien, c'est la liberté académique négative. C'est la liberté qui nous est accordée en tant qu'universitaires, chercheurs, de prévenir les agressions extérieures. Et donc, c'est tout un ensemble, mais qui a un caractère juridique assez fort. La liberté académique, en tant qu'elle est un concept positif, a deux aspects, comme les deux faces d'une médaille. La première, c'est l'appartenance à une communauté plutôt que des droits individuels professionnels. Et cette appartenance, elle vient avec tout un tas de normes, de procédures qui définissent l'activité académique, qui définissent même qu'est-ce qu'on appelle vrai dans ma discipline, c'est se plier à un certain nombre de normes et de procédures, de véridiction, publier une bonne biblio, publier ses preuves, tracer les courbes correctement, etc. Euh, et ça vient avec une autre partie qui est que faisant partie de cette communauté, la liberté positive vient avec, c'est là le côté marxiste un peu Olivier Beau, vient avec la nécessité d'avoir les moyens effectifs, et je mets des grosses majuscules à effectifs, de pouvoir faire son métier, c'est-à-dire ça vient avec des statuts, des financements non conditionnés, avec tout un tas de choses. Euh, un exemple provoquant de liberté négative, ça serait par exemple le droit de prendre l'avion. Bien, le droit de prendre l'avion, en tant que vous êtes un individu d'une société libérale, c'est que personne ne peut vous empêcher d'aller où vous voulez en avion. Et puis, d'un point de vue de liberté, pardon, liberté négative, c'est ça, la liberté positive, eh bien, c'est pour une société de dire bah, l'ensemble des citoyens de cette société ont le droit de prendre l'avion, ce qui limite en pratique à peut-être 3 ou 4 voyages dans une vie, pour les jeunes surtout, parce que quand on est vieux, c'est moins rentable du point de vue de voyager. Donc voilà, on voit bien pourquoi ça peut faire des frictions d'insister sur la liberté positive ou négative. Les attaques de l'administration Trump aux USA qui ont été évoquées par Mathias précédemment me semblent très intéressantes parce qu'elles pointent vers le fait qu'une grande partie de ces attaques ne passe pas par les voies par lesquelles on se défend.
Elle passe par les appels à projets, elle passe par la redéfinition de normes, elle passe par des voies procédurales, elle passe par l'évaluation. Et par conséquent, s'il fallait s'inquiéter de quelque chose ici, eh bien, ça serait surtout le HCRS qui vient d'être rétabli hier soir par la commission mixte paritaire après avoir été un haut conseil de Schrödinger. C'est l'ANR dont le contrôle par un pouvoir autoritaire. C'est parfaitement inquiétant, si tant est que ça soit rassurant en ce moment. C'est la contractualisation massive qui enlève de fait les droits effectifs. Donc voilà l'insistance qui n'est pas tout à fait ce dont on se défend vis-à-vis des agressions extérieures. Je vais quand même faire le travail, c'est-à-dire faire une synthèse sur qu'est-ce que supposerait de travailler à améliorer les libertés négatives. C'est pas joli dit comme ça, mais enfin les protections vis-à-vis des agressions. Et je vais en lister une petite douzaine en essayant d'aller extrêmement vite. Le premier, je connais d'expérience puisque j'ai été attaqué en justice pour diffamation, ce sont les procès Bayon pour diffamation ou injure. Je ne vais pas vous expliquer, mais je sais ce qu'est la différence entre diffamation et injure. Et ça permet à n'importe qui ayant un petit peu d'argent de vous ennuyer pendant un an, de vous épuiser moralement, de vous épuiser financièrement et de vous épuiser aussi parce que vous n'avez pas le soutien de vos collègues et il n'y a rien de plus désespérant de ne pas avoir le soutien de ses collègues dans ces circonstances. Comment prévenir les procès Bayon pour diffamation? Eh bien, d'abord, la mise en examen est automatique dans le droit français pour la diffamation. Et c'est un gros problème parce que ça ne veut pas dire que vous êtes coupable, mais ça veut dire que les procès Bayon ont une porte ouverte. Eh bien, il faut supprimer l'automaticité de sorte à la réserver pour les violations graves au droit commun et pas parce que vous avez dit à quelqu'un qu'il est un imbécile sur Twitter. Deuxièmement, il faut des sanctions et des sanctions proportionnées à qui porte plainte en cas de procédure abusive. Proportionné, ça veut dire que si c'est Monsanto, eh bien, c'est beaucoup. Et ça veut dire que si c'est un de vos collègues qui n'est pas content parce que vous avez dit sur Twitter qu'il avait publié des choses fausses, eh bien, c'est moins que si c'est Monsanto. Il faut que la protection fonctionnelle, qui est le fait que votre université ou votre organisme de recherche qui vous rembourse vos frais d'avocat, c'est-à-dire si vous n'allez pas au procès 2000 et quelques euros, si vous allez au procès plutôt 8000 euros, soit de droit. Dans la pratique, les bureaucraties universitaires acceptent de vous rembourser seulement une fois que vous êtes innocenté pour ne pas entacher la réputation de cette belle maison. Eh bien, c'est scandaleux, il faut qu'elle soit de droit. Voilà. Et les précaires, les non-statutaires ne sont pas couverts par la protection fonctionnelle. Eh bien, il faut que nous nous portions solidaires des thésards, des postdocs, de tous ceux qui sont inquiétés dans le cadre de leur activité professionnelle et pas seulement les statutaires qui sont maintenant seulement la moitié de la profession. Il faut enfin de l'information partout, parce qu'il n'y a rien de plus problématique d'une certaine manière qu'une journée comme aujourd'hui dans laquelle des spécialistes de la liberté académique s'expriment, alors qu'il faut que ça circule dans le milieu. C'est-à-dire qu'il y ait la formation aux choses les plus élémentaires. Qu'est-ce que j'ai le droit de dire? Quand est-ce que je vais être attaqué? Comment je me défends? Où sont les avocats? Est-ce que c'est la protection fonctionnelle? Partout, tout le temps, parce que ça va servir dans les années qui viennent fortement. Et donc, cette circulation, elle demanderait par exemple à ce que les associations accréditées, j'ai parlé de 3 des associations, puissent avoir le droit d'assurer cette formation en étant aidées et disposent aussi de soutien juridique parce que dans les associations françaises, la LDH a la totalité des juristes, ou presque, et toutes les associations qui font le reste du travail sont dépourvues de juristes. C'est mal fait en vie. Eh bien, ça serait bien que les assos qui se battent pour les droits et libertés aient du soutien juridique parce que c'est très important quand on défend les collègues. Deuxième deuxième chose défensive, les procédures disciplinaires. Il y a eu
ces dernières années un grand nombre de procédures disciplinaires qui visent des collègues politisés. Souvent des collègues politisés qui ont commis des choses qui sont répréhensibles du point de vue de l'éthique ordinaire académique, c'est-à-dire ils ne sont pas innocents au sens strict, parce que sinon ça serait trop facile. Ils sont un petit peu coupables, mais simplement, c'est eux qu'on vise quand même. Eh bien, il y a un certain nombre d'améliorations faciles qui ne nécessitent pas d'en passer par le droit, contrairement à la non-automaticité de la mise en examen, qui est, petit 1, que dès lors qu'un collègue est politisé, sur sa simple demande, il a le droit à obtenir le dépaysement de sa procédure disciplinaire, c'est-à-dire d'être jugé en dehors de sa discipline, en dehors de son établissement, et certainement pas par les collègues qui veulent la peau de son institut, de son labo, qui sont jaloux, etc. Donc, rien que ça nous aiderait immensément à avoir un tout petit peu d'état de droit, puisque nous avons une justice particulière. C'est une partie de la liberté académique, c'est d'avoir le droit à la justice académique. Mais la justice académique, ça serait bien qu'elle soit digne d'un état de droit, c'est-à-dire, par exemple, présomption d'innocence. Eh bien, s'il y a quelque chose qu'il ne faut pas faire, c'est répandre des rumeurs sur les réseaux sociaux, sur des collègues. Il faut défendre l'état de droit, et en particulier la présomption d'innocence. Il y a quelque chose qui va nous servir dans les 10 ans et qu'il faut tenir, mais tenir, c'est ça. À l'international, ça a été évoqué longuement par Mathias, je souscris, mais par exemple, le programme PAUSE qui était descendu de 50%, qui, grâce à Stand Up, est remonté d'un facteur 2, est revenu de 1 million à 2 millions, c'est des sommes dérisoires. Il faudrait que ce soit sanctuarisé, je ne sais pas exactement par quelle procédure le sanctuariser, mais il faudrait que ça ne dépende pas du pouvoir politique que PAUSE soit financé. Il pointe un statut de réfugié scientifique, en particulier pour une raison précise, c'est que dans les pays du Sud, les instances comme PAUSE boudent les chercheurs des pays du Sud. Il y a un racisme structurel qui s'exprime dans des comités aussi, j'ai pas de qualificatif, mais des gens qui sont bienveillants. Eh bien, dans le cadre, dès lors qu'il s'agit de collègues des pays du Sud, la bienveillance saute parce qu'ils ne sont pas assez bons chercheurs ou qu'ils n'ont pas les diplômes ou je ne sais pas quoi. Eh bien, un statut de réfugié scientifique nous aiderait grandement à des reconnaissances, à ce que des collègues réfugiés scientifiques disposent par exemple d'une mutuelle. C'est des choses pragmatiques, mais enfin ça compte. Il faut des solidarités croisées entre les établissements, surtout si notre espace se rétracte fortement. C'est l'objet de l'Institut Clemens Heller, qui consiste sur le modèle de ce qui a été fait par les collègues allemands pendant les années 30, de se créer des radeaux de sauvetage à l'étranger, et bien de prévoir maintenant des radeaux de sauvetage, c'est-à-dire que toutes les institutions académiques qui le souhaitent servent de radeau de sauvetage quand ça va mal ailleurs et s'engagent à ouvrir des postes d'assistants, des postes même de vacataires, de sorte à accueillir, et ça se construit et il ne reste plus beaucoup de temps. Mais enfin, ça, ce réseautage international, il est excessivement important. Il nous faut, je pense, un observatoire européen de la liberté académique et en particulier qui n'utilise pas des critères qui excluent ce dont j'ai parlé tout au début, c'est-à-dire le fait que le contrôle managérial de la recherche doit être inclus dans le cadre des problèmes, c'est-à-dire si on finance sur projet sans que ça se voit de trop, seulement une sous-partie de ce que les chercheurs aspirent à travailler, eh bien, il y a des problèmes souterrains qui ne sont pas détectés là. Donc, il y a moyen d'élargir en tout cas l'observatoire et en tout cas qu'on puisse y faire des signalements, une plateforme de signalement et qui puisse héberger les revues, héberger les données et les données en général, elles sont accessibles, c'est héberger les manières de traiter les données, de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, comment. Très souvent, il y a des copies et les copies sont dans des formats qui deviennent inutilisables. C'est un immense problème en fait d'avoir des gens qui savent les utiliser. Troisième dimension, protéger, ça a été évoqué aussi par Mathias, je crois, avoir l'équivalent du droit
des journalistes, pour les gens qui font des enquêtes en sciences humaines, en ethno, en anthropo, c'est-à-dire le secret des sources. Et deuxièmement, de décaler les protocoles de SHS sont calés sur les protocoles de biologie. C'est un gros problème. Et en particulier, il faut revenir à du déclaratif, c'est-à-dire avoir des endroits, par exemple des associations accréditées, dans lesquels on puisse déposer ces protocoles. Ils sont publics, ils sont là accessibles aux pairs, mais ils ne sont pas normés en dehors de toute particularité disciplinaire. Ils sont décidés par ailleurs. Il faut une publicité, du mécénat et des contrats privés. C'est l'objet d'une association dont je n'ai pas parlé, que je ne connais pas bien, donc je vais en faire une demi-pub seulement, qui s'appelle Academia, qui essaye d'obtenir par l'ACADA la publicité du mécénat et de la publicité des contrats privés passés par les institutions. C'est excessivement important. Enfin, je ne vais pas prendre d'exemple, mais en ce moment, c'est partout, tout le temps, qu'on a des gros problèmes, en particulier les financements des pétroliers, les financements de Google, les financements, etc. Ils sont très problématiques parce qu'ils influent réellement sur les contenus et les manières de faire de la recherche. Enfin, dernier point, ça a été évoqué à un moment, constitutionnaliser la liberté académique. Je crois que c'est une mauvaise idée en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de majorité progressiste en France pour porter, et c'est ouvrir la porte à faire inscrire au plus profond de la Constitution quelque chose qui soit une définition contre nous. Et ça a été le cas pour l'IVG, qui est un exemple récent profond, c'est-à-dire le droit à l'IVG a régressé en le constitutionnalisant de la manière dont ça a été formulé, parce que les lobbies, ben nous on n'est pas doués, mais il y en a d'autres qui sont. Mais tout ça n'est pas le problème. Tout ça, c'est la liberté négative, et le vrai problème, c'est la liberté positive, c'est-à-dire que la communauté existe, premièrement, et deuxièmement, le droit effectif à mener ses recherches, faire ses enseignements. Nous avons une spécificité française, c'est que d'un certain point de vue, on peut dire que la France a été le territoire où l'université a été inventée par la grève de 1229-1231, 3 ans de grève avec exil. On peut dire que la liberté académique, l'université et la grève ont été co-inventées. C'est quand même très beau. Et l'exil, ça rigolait pas. Ils sont passés les uns à Bologne, les autres à Oxford, qui était un petit village avec personne. Ils se sont installés, c'est devenu Oxford. Et ils ont obtenu cette chose qui est la liberté académique, qui dit bien son statut, qui est la bulle de Grégoire IX. Cette bulle accorde des droits pourvu que la science reste sous l'aile du prince. Et je pense que c'est arrivé ce matin, mais la position de l'université et des sciences, je mets sciences au pluriel et liberté au singulier, la position de l'université avec un grand U et des sciences sous l'aile du prince, historiquement, ça a toujours été le cas. Mais il n'est pas impossible de rêver qu'un jour, il y ait une université et des sciences sous l'aile de la démocratie, comme ça a été invoqué. Et je pense que c'est une question qui devient excessivement importante de se libérer, d'être dans cette position d'inconfort au service des pouvoirs économiques, mais en demandant. Et ce travail de tension entre les pouvoirs et l'université / les sciences, qui est constitutif, qui a deux corps, comme ça on tire, mais on est rappelé structurellement, eh bien si on pouvait à un moment passer d'autres accords avec la société qui ne passent pas par les puissances d'argent, les puissances religieuses ou les puissances politiques, eh bien nous aurions un espace devant nous qui serait quand même plus favorable, contraignant, parce qu'on devrait assumer cette responsabilité vis-à-vis de la société, mais enfin, infiniment meilleure. Donc, notre problème en France, c'est que l'université a été supprimée. Fin de l'université, comme disaient les situationnistes. Avec la Révolution, l'université était de toute façon sclérosée. Elle ne produisait à rien. Et donc, la supprimer n'était pas très grave, mais enfin, nous vivons quand même avec l'héritage de Napoléon, c'est-à-dire le modèle du lycée, le modèle des écoles professionnelles, des grandes écoles, et l'université humboldtienne n'a jamais existé en France,
Et c'est un immense problème. Son premier moment d'existence, on peut dire, c'est la loi Savary, 1984. 1984, c'est le moment orwellien. Pardon. C'était pour vérifier que vous étiez encore avec moi. La loi Savary a été pratiquement le seul moment d'un peu d'existence de cet idéal des Lumières allemandes. Mais ce qu'on peut constater, et je ne suis pas le premier à le dire, Christophe Charles a passé 30 ans à dire ça, je répète ce qu'il a dit, c'est que le gros problème de l'université et de la recherche scientifique en France, c'est que n'existant pas comme communauté, puisque l'université est faible du fait de l'héritage napoléonien, eh bien, on y reproduit les clivages partisans. Et ce faisant, ce qui est en ce moment magnifiquement illustré. Et ce faisant, comme il n'existe pas de conception commune de notre métier qui permette d'aller de la gauche la plus radicale jusqu'aux libéraux, eh bien, on s'enferme. Et ça se traduit par le fait que, par exemple, la dispute académique passe en France par les tribunes dans le monde. Eh bien, je pense que ça, c'est un immense problème. Il faut, pour que notre communauté existe, il faut faire communauté, c'est-à-dire qu'il faut à la fois qu'on se porte solidaire de tout le monde, pas seulement les gens de son camp. Il faut que, sitôt qu'on touche l'un d'entre nous, c'est l'ensemble de la communauté qui soit touchée. Il faut faire communauté. Et ça signifie aussi qu'il faut tenir les deux bouts. C'est-à-dire, quand des collègues déconnent, pardonnez-moi, il faut dire aux collègues qui déconnent. Il ne faut pas le dire sous une forme de procédure disciplinaire. Il faut le dire beaucoup plus simplement. Il faut qu'il y ait une voix de la communauté. Par exemple, il existe des endroits, le Collège de France royal, ou le HESS, dans lequel il y a l'Assemblée des professeurs. Eh bien, l'Assemblée des professeurs matérialise le fait que les professeurs peuvent dire quelque chose, y compris nous ne sommes pas d'accord avec le fait que Didier Raoult dise ça dans l'espace public, mais nous ne souhaitons pas de procédure disciplinaire. Nous allons travailler ça. Et on peut tenir ces deux bouts très fortement, je pense, de ne pas faire tout passer par le judiciaire, tout passer par la sanction, et renouer avec la dispute académique au sens le plus noble, c'est-à-dire la raison pour laquelle nous échappons depuis la grande grève du 13e à la justice ordinaire pour avoir une justice spéciale, c'est bien pour traiter les affaires selon nos normes, nos procédures. S'il s'agit de violation du droit commun, ben c'est évidemment le droit commun qui s'en charge, mais si c'est chez nous, donc il nous faut des mécanismes de réaction rapide de la communauté, ce qui signifie que nous avons exactement 14 mois pour tisser des réseaux locaux capables de se mobiliser, par exemple la mobilisation des sifflets aux États-Unis, et le truc le plus remarquable, un sifflet pour prévenir quand ICE débarque. Eh bien, il nous faut ces mécanismes qui permettent de réseauter et de se porter solidaire dès lors que l'un d'entre nous est attaqué. Mais ça n'est pas encore tout à fait le problème, puisque, je l'ai dit en préambule, le problème, c'est qu'une grande partie de l'attaque réelle et des attaques à venir contre la liberté académique repose sur ce qui s'est installé depuis 20 ans, c'est-à-dire l'emprise d'évaluation extérieure de type HCRS, par le financement par projet, par tous ces mécanismes qui échappent grandement au regard de la communauté et en tout cas qui donnent prise à un pouvoir autoritaire. Par conséquent, on a là un travail. Défendre, de mon point de vue, la liberté positive, c'est pratiquement avoir un nouveau programme de refondation, c'est pas pratiquement, il faut un nouveau programme de refondation de l'université qui repose sur une autre vision que la vision économiciste précédente. Nous avons eu la piste de l'escargot ce matin de le réarticuler avec la démocratie. Je suis tout à fait sur cette ligne qui me semble primordiale. Et ça signifie que défendre la liberté académique, ça signifie réfléchir au système de publication. On a d'immenses problèmes dans le système de publication en sciences de la nature. On a le problème que les publications ne servent plus à la véridiction. On n'y fait plus preuve. Il y a une superposition entre évaluation
c'est-à-dire donner une valeur et faire preuve. Eh bien, il nous faut retrouver des publications qui servent à faire preuve. Il faut séparer, désintriquer les deux concepts, évaluation et probation. La privatisation du savoir par les revues est un problème grand, Elsevier, mais maintenant nous avons l'IA générative sur les bras, etc. Eh bien, de mon point de vue, cette chose-là, et à l'intérieur de discuter la liberté académique, ça suppose ne pas laisser de la prise aux IA génératives sur la manière dont on fait preuve. Ça me semble tellement évident que ça en fait partie. L'allocation des moyens, j'en ai parlé, eh bien, quelle est l'allocation des moyens qui serait juste entre les disciplines, entre les individus, qui ne soient pas démagogiques, mais qui soient justes et qui permettent à un écosystème d'être florissant. Les statuts, il ne vous a peut-être pas échappé que depuis la loi de programmation pour la recherche, la politique de contractualisation intégrale est en marche, pardon du jeu de mots, qu'elle va aller s'accélérant dans les mois qui viennent avec les contrats d'objectifs et de moyens, eh bien, la contractualisation, pratiquement, nous met nus face à l'extrême droite. Je veux dire, il faut bien dire ce qu'il y a. S'il y a une attaque frontale, c'est bien l'attaque contre notre statut de fonctionnaire pour ceux qui sont statutaires. Et nous qui sommes statutaires devons, dans le même temps où nous défendons les statuts, nous réarticuler avec les précaires, parce que s'il s'agit de défendre des droits de dominants, tout va mal. Donc il y a un double mouvement à opérer en même temps. La formation des enseignants et les liens avec l'école, je trouve, il y a dans nos grands prédécesseurs, dans les années 30, les scientifiques antifascistes des années 30, étaient en connexion hebdomadaire avec les instituteurs, les enseignants du secondaire, les grands physiciens de l'époque, pour ne parler que de ma discipline, faisaient toutes les semaines des conférences qui s'adressaient vraiment à un public rationaliste qui était le public scolaire. On ne peut que constater l'immense faille qui s'est ouverte avec les collègues du secondaire et de l'école primaire qui se sentent humiliés par les universitaires. Il y a un déclassement. Ce que ressent l'électorat RN, je pense que beaucoup de gens le ressentent au sein de notre profession intellectuelle. Et donc là, on a un travail sur la formation des enseignants, sur le fait de retisser avec l'école et l'État, on va faire ça. Les structures de décision, évidemment, nous allons fêter, entre guillemets, l'an prochain l'anniversaire de la LRU, le fait que les conseils d'administration ne soient plus sous le contrôle de la communauté académique est un immense problème. C'est une évidence, c'est-à-dire cette séparation des strates, elle est antinomique avec le principe d'autonomie du monde savant, qui n'est pas le principe d'autonomie de la bureaucratie des établissements. Et en conséquence, eh bien, dans la reconstruction, il faut traiter ça. La sécurité numérique, et je finis là-dessus, elle est excessivement importante pour les établissements. Ici, on le sait bien après l'attaque d'il y a un an. Mais je pense que s'il y a un travail d'urgence, urgentissime, c'est de la même façon qu'il faut connaître nos droits. Qu'est-ce que c'est partout que la communauté se saisisse de savoir qu'est-ce que ça veut dire la protection fonctionnelle, quelle est la différence entre injure et diffamation, comment ça marche la 17e chambre, eh bien, il faut une formation de sécurité numérique accélérée. Et ça, vous voyez pourquoi j'ai dit en préambule qu'il me semblait que insister sur ces dimensions à la fois très concrètes d'avoir une nouvelle vision programmatique. D'abord, ça donne de l'espoir, une vision programmatique. Ça veut dire qu'on voit le bout du tunnel, au moins on s'y place. Deuxièmement, se former à la sécurité numérique en urgence et tisser des réseaux de solidarité en urgence d'ici 14 mois. Eh bien, ça ne demande pas de faire changer la Constitution, ça ne demande pas de trouver les moyens avec le Parlement qu'on a de faire passer une loi de non-automaticité de la mise en examen
Vous voyez qu'on n'est pas en train de se battre avec des moulins à vent. Au moins, on a des dimensions concrètes à articuler d'ici 14 mois, alors même que toutes les choses qui sont d'ordre juridique, eh bien, c'est pas que je désespère de pouvoir les faire passer, mais enfin, autant passer son temps sur les choses directement utiles dans la phase de résistance, mais riposte me convient très bien, qui s'annonce. Voilà, je vous remercie. Merci. Est-ce que vous avez des questions, des remarques suite à cette intervention, peut-être pour faire justement de la discussion, de la discussion avec Bruno Andréotti? Oui. Merci pour votre intervention. Je voulais ajouter un exemple, par exemple, dans le réseau de solidarité, les collectifs scientifiques en Réveillon, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais j'en fais partie depuis 2022. Par exemple, il y a eu une action d'engagement, c'était une occupation du musée d'histoire nationale, d'histoire naturelle, et dans laquelle il y a eu des conférences, notamment sur la carte de biodiversité. Il y a eu beaucoup de scientifiques engagés, mais très experts dans le sujet. Et puis, il y a eu le muséum a fait une demande en justice à ces personnes qui ont été présidents. Et ils se sont bien organisés pour faire en sorte que ce soit un espace dans lequel il y a d'autres scientifiques qui sont venus en soutien, parler à leurs juges, expliquer pourquoi il était important de faire ce type de choses. Et pourtant, j'étais dans une ambiance, c'était une ambiance assez lourde parce qu'on voyait combien la charge qu'on avait mise sur ces gens et leur procès, ces collègues. Mais la juge, elle était beaucoup plus ce que vous appeliez la post-vérité, en fait. Elle n'écoutait pas beaucoup pourquoi elle avait fait ça. Elle demandait à chaque fois les moyens. Pourquoi occuper un musée? Pourquoi faire? Est-ce que vous aurez fait mieux d'aller dans les médias? Nanana. Et donc, finalement, l'insistance a allé avec beaucoup de scientifiques qui ont allé donner sa parole et dire, moi, je crois que cette action est légitime, a fait que finalement, les collègues ont été acquittés. Et la raison était un état de nécessité. Et c'était la première fois en France que cela a eu lieu pour une action comme celle-ci. Finalement, le muséum a fait appel. Ils ont été acquittés très récemment, une deuxième fois, mais cette fois-ci pour liberté d'expression. Donc, c'est moins bien parce que l'état de nécessité, c'était vraiment, si on voulait bien faire. Donc, voilà, c'est quand il y a de solidarité des scientifiques qui ne se sentent pas abandonnés par le reste, qui ne veulent pas se faire contaminer par leur engagement, que les choses fonctionnent. Je vous invite à suivre toujours cette situation parce que c'est justement cette solidarité qui rend plus forte le collectif. Je suis d'accord. De mon point de vue, dans les temps qui viennent, l'engagement dans l'espace public demande une sorte de calcul entre les gains tactiques et les backlash qui sont très importants. Et donc, j'ai beaucoup d'amis scientifiques en rébellion, je ne suis pas moi-même pour les raisons qui vont venir, que il me semble que le affiché dans l'espace public en ce moment que scientifiques militants, ça va ensemble, et typiquement pour une bonne cause, pouvoir engendrer des backlash. Donc, si vous avez bien suivi, je veux dire que moi, je tiens aussi que quand j'ai des collègues avec qui je suis en désaccord et qui sont attaqués, je les défends malgré mes désaccords par principe. Sous une forme ou une autre, par exemple, si je suis vraiment très, très en désaccord, je vais juste aider financièrement. Comme ça, c'est une manière de ne vraiment pas accréditer
leurs conneries. Donc, je pense que tenir les deux bouts, c'est aussi ça, de pouvoir toujours aider sous une forme ou une autre, même si on s'arrête au niveau financier, au moins on a donné un peu d'aide pour payer. Ça va rebondir sur ce que on était avant. Merci. Qu'est-ce que vous entendez par désaccord en fait? Parce que il me semble que enfin, j'y entends quelque chose comme une essentialisation du scientifique qui serait dont la position serait juste par essence ou par appartenance à une communauté. Et moi, il me semble que il peut y avoir des positions problématiques des scientifiques. Enfin, ouais, j'aimerais bien. Des exemples de désaccords? Ouais, enfin. Alors, pratiquement, c'est tout le temps. Mais comme je ne peux pas donner les cas que Alia a eu à traiter, à arbitrer, mais souvent, c'est par exemple ce que je considère intimement comme soit une faute morale, c'est-à-dire maltraiter des jeunes chercheurs de manière effective. Et pourtant, c'est bien quelqu'un qui a maltraité des jeunes chercheurs qui se fait attaquer de l'extérieur pour des raisons politiques. Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans un conflit de légitimité entre un aspect qu'on doit défendre et puis un autre qu'on ne doit pas défendre? On est bien obligé de tenir les deux bouts. On a une position pragmatique par rapport à ça. Eh bien, mon point de vue, c'est qu'on ne tait pas le désaccord, on le dit, on ne le dit pas dans une tribune au monde pour pas, on le dit à voix basse, on le dit frontalement, mais enfin on le dit. Et par ailleurs, on aide, par exemple, à ce que y ait bien un syndicat qui s'occupe, à ce qu'il y ait bien un avocat, à donner les adresses des avocats, à ce que la protection fonctionnelle soit attribuée, à ce qu'il y ait de la défense. Donc, très souvent, c'est comme ça. Si, par exemple, vous êtes conservateur et que vous devez défendre quelqu'un accusé de vues islamo-gauchistes, ça demande un effort. On comprend bien que pour quelqu'un qui est conservateur, ça demande un effort de se porter solidaire par principe de quelqu'un qui n'a pas les mêmes vues. C'est ça qu'on doit arbitrer intimement. Bon, ma position étant la solidarité de principe, tout en ne s'interdisant pas de dire, bon, quand même, à ce niveau de déconnade, ça ne va pas du tout. Voilà, c'est ça mon point. Je ne sais pas si c'est clair. Bon. Yes. Merci. Alors, pardon, ma question elle va être très prosaïque dans le propos du grand empereur. On est remonté au grève au XIIIe siècle. Et son dernier point, il recoupait un des points que tu as évoqué, parce que tu aurais dit, tu parlais pas de la mise en sécurité informatique ou de ce genre de choses, mais oui, il me semblerait utile que pour le groupe, tu dises de ton point de vue quelles sont les deux ou trois choses les plus urgentes. Si je peux juste légender ma question, mais sur lui, je ne vais pas prendre trop longtemps. J'ai eu l'occasion un coup de participer à un atelier de ce qu'on appelle l'OSIM, une formation à partir de sources ouvertes. Et je le savais, mais ce que j'ai découvert, c'est que si on réutilise un mot de passe, des fuites sans arrêt de mots de passe, c'est un pseudo, créer un compte secondaire, un peu comme ça. S'il utilise le même mot de passe, c'est exactement comme si vous le signiez avec votre nom, quasiment avec votre adresse postale, etc. Et ça, avant de faire, je le savais vaguement, mais avant de faire cet atelier, je ne pensais pas qu'on pouvait retrouver quelqu'un en 5 minutes. Ça, alors, je pense que tu n'avais pas ça en fait, mais dans les choses très simples que tout le monde peut faire, même s'ils ne sont pas des gourous en informatique. Alors, première réponse, je m'occupe avec d'autres collègues d'un séminaire qui s'appelle Politique des sciences, dans lequel vous allez trouver 1h40 sur la sécurité numérique, qui explique ce que je vais synthétiser en une phrase beaucoup mieux, qui est qu'il n'y a pas de sécurité numérique absolue. Il y a une tension entre vos compétences, le temps que vous voulez y mettre, et ce contre quoi vous voulez se protéger. Le meilleur rapport, donc pour nous, je m'inclus dedans, moi qui ne suis pas spécialiste, en ce moment, vous achetez
une suite Proton qui contient un mail Proton, un VPN. Proton, c'est ça qu'utilisent les opposants en Iran. Je vous dis juste ça. C'est la Suisse. Si la Suisse lâche, bon, on est mal. Il faut bien le dire, on est mal. De dire tout. Il y a que deux endroits qui proposent ça. Les deux sont suisses. Si la Suisse lâche, on est vraiment mal. Voilà. Donc ça, c'est la réponse courte, mais ça signifie, tu as dit, l'un de vous a dit, il faut encore pouvoir s'exprimer. Comment vous faites pour vous exprimer depuis la France sans prendre de danger? Il faut un blog. Le blog, il faut l'héberger. Bon, ben, vous ouvrez un Word. Vous n'allez pas attendre que une dictature généralisée avant d'apprendre comment on ouvre un blog en WordPress hébergé en Suisse auquel vous accédez par un VPN. Vous êtes sûr que l'Internet est rarement coupé dans les pays riches comme les nôtres parce que l'industrie s'arrête. Et donc, en Iran, on peut couper chez nous. C'est dur. Par conséquent, si vous apprenez maintenant, ça veut dire que, bon, si la DGSI met des moyens numériques importants, vous allez être craqué. Mais enfin, vous allez tenir quand même longtemps avant ça. Deuxièmement, il faut le réseau de solidarité, il faut qu'il soit numérique, parce que les sifflets, ça marche. Moi, je pense qu'il faut s'acheter des bons sifflets. Mais enfin, ici, les sifflets avec le bas de la vallée, ça ne marche pas trop. Donc, il faut bien pouvoir contacter des collègues. Ça veut dire qu'il faut avoir des moyens de les contacter. Or, par quels moyens vous contactez? Discord, Discord, c'est une passoire. Autant s'adresser directement au service secret états-unien. WhatsApp, c'est une rigolade. Donc, ça veut dire qu'il faut connaître minimalement Signal sur son téléphone. Ça veut dire qu'il faut se discipliner. Moi, je ne le fais pas encore, mais à partir de demain, je vais le faire pour nous. Tous les matins, tous les soirs, vous éteignez le téléphone. Tous les matins, vous le rallumez. Vous resettez tout. Ça c'est minimal. Ce n'est pas un gros effort. Et ça veut dire donc, les réseaux, concrètement, ça veut dire que site par site, vous avez au moins 300-400 personnes qui sont mobilisables dans les 2 heures s'il y a un pépin. Par site, ça veut dire affinitaire, soit le même endroit géographique, soit la même discipline, soit la même affinité. Il y a plein de réseaux affinitaires qui sont d'une toute autre nature. Et donc ça veut dire que ces petites entités qui savent se parler, mais il faut bien les constituer longtemps avant. Là, on est des 14 mois, c'est court. Hein. Et donc, typiquement, Stand Up for Science, sa face cachée, vous connaissez la face publique, j'imagine, sa face cachée, c'est que ont été constitués des mailing lists, site par site, où les gens se connaissent. Alors, c'est un peu lâché, mais enfin, c'est réactivable. Et je pense que ça, c'est le truc utile. Maintenant, il faut que les gens là-dessus, ils s'achètent la suite Proton. Voilà. Et donc, donc ces micro-réseaux, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Eh ben, il faut qu'ils fassent au moins 3 réunions. Une réunion formation au numérique ETP, c'est-à-dire prendre en charge les plus manches entre les manches, par les meilleurs. Bah oui, je veux dire, s'il y a un truc utile, c'est quand même ça, quoi. C'est savoir pouvoir communiquer, pouvoir faire un blog. Et que le blog, on puisse le diffuser. Donc, une interconnexion de ces bons réseaux. La formation à la judiciaire, qu'est-ce qu'on fait quand on est attaqué? Qui c'est qui connaît les avocats? Où sont les avocats? Pourquoi on n'accepte jamais, pourquoi on ne dit rien en garde à vue et pourquoi on n'accepte jamais la comparution immédiate? Des choses comme ça que tous les gamins de Paris, lycéens, ils savent ça, mais leurs parents, ils ne savent pas. Bah oui, c'est vrai. Voilà, donc c'est ce type de choses très, très simples et pragmatiques dans le temps ramassé qui nous reste, qu'il faut faire par les moyens du bord.